Bonjour à tous. Merci à vous d'être là, merci aux intervenants d'avoir accepté de participer à cette table ronde, plusieurs d'entre vous au pied levé. Donc on est ici pour parler d'enseignement supérieur et de recherche, donc du secteur dans son ensemble. Il faut savoir que donc, dans le cadre du plan de transformation de l'économie française, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche a fait l'objet d'une première analyse au sujet de laquelle on a publié une fiche synthèse assez longue et relativement détaillée, mais on n'a pas pu lancer un projet approfondi sur le sujet, comme on a pu le faire pour d'autres secteurs, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, en raison de manque de moyens et du fait qu'il fallait qu'on choisisse entre un secteur plutôt qu'un autre, et du fait qu'on s'est dit qu'on préférerait au Shift mener potentiellement ultérieurement un projet plus large et plus approfondi. Voilà ce qu'on espère pouvoir faire dans les prochains temps. Mais du coup, aujourd'hui, je vous propose qu'on discute quand même des premiers éléments d'analyse qu'on a réunis dans le cadre de ce travail, qui simplement nous servent de base, déjà en général, qui vont nous servir de base pour les prochains travaux, qui, moi, me servent aussi de base dans le cadre du plaidoyer que je fais et du travail de lobbying que je fais au jour le jour. Et j'en profite pour remercier les chercheurs qui ont contribué aussi à cette réflexion, plusieurs chercheurs de Labo 1.5 notamment qui ont participé à ce travail-là. Voilà, donc ça c'était juste pour vous resituer le contexte. Et donc moi je ne me suis pas présentée, mais je m'appelle Clémence Voreux, je suis référente sur les questions d'enseignement supérieur et de recherche au Shift Project. Et donc je suis aujourd'hui avec 4 personnes qui sont aussi issues de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc Mathieu Bouillet qui est responsable des DRS à l'INSA de Lyon, Marion Fourmeau qui est chargée des DRS côté recherche à l'INSA de Lyon, Nicolas Freud qui est chargé du chantier d'évolution des formations à l'INSA de Lyon, et Aude Serrano qui vient compenser cette forte présence de l'INSA dans le panel, qui représente l'association Enseignants de la Transition, qui est donc une association qu'elle a largement contribué à créer en septembre de l'année dernière, et qui vise à rassembler des enseignants qui ont la volonté de davantage enseigner les enjeux de transition dans toutes les disciplines, et à faire du plaidoyer aussi en la matière pour que les sujets évoluent. Voilà. Et qui a du coup un prisme plutôt école de commerce, ce qui permet d'avoir une vision un peu plus large que celle des ingénieurs qu'on a aujourd'hui. Donc pour vous présenter du coup rapidement les premiers éléments d'analyse qu'on a réunis sur ce sujet-là. Donc en fait, au Shift, on a tendance à penser que pour faire une stratégie cohérente pour un établissement, et a priori c'est un sentiment partagé par l'INSA de Lyon, il s'agit d'intervenir, d'avoir un plan d'action à la fois sur les aspects de recherche, d'orientation de la recherche, d'adaptation de l'enseignement et d'évolution du campus et des pratiques des établissements. Et par ailleurs, le secteur enseignement supérieur et recherche, dans le cadre du PTEF du Shift, c'est le secteur qui est en charge finalement de la production intellectuelle qui alimente tous les autres secteurs, puisqu'on forme la matière grise dont on a besoin et on trouve les innovations dont potentiellement on a besoin aussi. Et par ailleurs, c'est aussi un secteur qui dépend de tous les autres secteurs amont, industriels, très physiques, qui ont aussi été évoqués dans le cadre du PTEF, puisqu'on en a besoin simplement pour fonctionner. Pour enseigner, pour chercher, il faut pouvoir aller là où on veut se rendre, se nourrir quand même parce que sinon on meurt, se chauffer sinon on a froid, etc. Et donc ça a des conséquences très pratiques, très physiques, puisque c'est un secteur qui dispose de 18,6 millions de mètres carrés de patrimoine immobilier, dont il a la charge, de 130 000 personnels titulaires, dont 56 000 enseignants-chercheurs, d'un budget qui représente 0,8% du PIB. Et donc c'est quand même un secteur assez conséquent. Donc on a cherché à identifier les principaux postes d'émission de ce secteur, ce qui nous a été difficile en raison du manque de données qui existent et aussi de la disparité, l'hétérogénéité de la manière dont elles ont été rassemblées. C'est-à-dire que les bilans carbone des différents établissements qui ont bien voulu réaliser leur bilan carbone sont pas faits de la même manière. Et donc ça ne permet pas d'avoir des données qui sont vraiment très très utiles, en tout cas pour porter une analyse un peu exhaustive du bilan carbone du secteur. On verra que l'INSA de Lyon, donc Mathieu pourra peut-être nous en parler, le bilan de l'INSA de Lyon est plus précis, ce qui leur a permis d'avoir une réflexion un peu plus détaillée
sur ces sujets-là. Mais globalement, un gros enjeu en termes de bilan carbone pour l'enseignement supérieur, c'est la mobilité domicile-travail, domicile-études, et les déplacements professionnels des chercheurs et des étudiants, pas professionnels, mais pour leurs études, les achats aussi, et le chauffage des bâtiments, en grosse partie aussi. Et donc ça, c'est un sujet dont on va pas rentrer dans le détail là-dessus aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est traité dans d'autres secteurs aussi du PTEF, notamment tout ce qui est bâtiment, transport, mobilité, mais aussi administration publique, puisque ça rejoint aussi des considérations liées à un secteur plus large qu'est l'administration publique. Mais c'est quand même des leviers qui, pour agir sur ces sujets-là, sont à la disposition des établissements. Donc en fait, on est quand même obligé de mener une certaine réflexion sur la politique d'établissement et les actions au niveau de l'établissement. Et à côté de ça, donc, on s'intéresse à voir comment est-ce qu'on fait évoluer l'enseignement avec l'objectif qui est celui que nous, on s'est donné au Shift, qui est qu'il faut former toute la population et donc tous les étudiants aux enjeux de transition énergie-climat. À la fois pour avoir des experts de ces sujets-là, et à la fois simplement pour avoir une population qui comprend de quoi on parle et qui, chacun à son échelle, à son niveau, peut jouer le rôle qu'il est censé jouer. Et il faut aussi former les chercheurs pour à la fois simplement trouver les innovations dont on a besoin pour faire évoluer la société et l'économie, et aussi pour arrêter de faire l'inverse, c'est-à-dire de trouver potentiellement des innovations qui vont faire plus de dégâts et causer plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Et donc là-dessus, on a donc des personnes qui ont chacun leur point de vue et leur domaine d'expertise sur ces sujets. Donc je vais leur passer la parole pour leur demander déjà si ils partagent globalement cette analyse de la situation et la manière dont je l'ai présentée, ou s'ils ont éventuellement des choses à rajouter, à nuancer, à compléter. Je crois que vous avez un micro, mais qu'il faut peut-être allumer. Donc je peux donner la parole éventuellement d'abord à qui veut. Allez, Mathieu, t'avais qu'à pas arriver en retard. Oh bah non. Bien, bonjour à tous. Merci Clémence pour cette invitation. Alors, je ne sais pas très bien par où commencer parce que le sujet est particulièrement complexe, mais juste pour schématiser peut-être et avoir les idées à peu près claires sur une entrée, une donnée d'entrée, c'est qu'un établissement d'enseignement supérieur, c'est deux missions, une mission de formation, une mission de recherche. En fait, je dirais qu'il y a trois responsabilités. Voilà. Une responsabilité sur la mission de formation qui consiste à former des ingénieurs, je dirais, compétents face aux enjeux globaux qui se présentent, et Nicolas en parlera 1000 fois mieux que moi. Une deuxième mission de recherche qui consiste à orienter effectivement la recherche plus directement vers les enjeux de la société. Et ça, c'est Marion qui l'abordera. Et je dirais qu'il y a une troisième responsabilité, c'est comment l'établissement est lui-même exemplaire dans son fonctionnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'avoir un établissement qui ne se pose pas de questions sur les achats publics, sur la consommation d'énergie des bâtiments, sur sa connexion à la ville dans le système de mobilité urbain, ou sur la biodiversité qui est présente sur le campus, ou même la gestion des déchets. Donc il y a cette prise en compte d'ensemble qui est importante, et pour chacun de ces aspects, que ce soit la formation, la recherche ou le fonctionnement du campus, on est à chaque fois sur des jeux d'acteurs, des outils, des temporalités qui sont différentes. Et donc pour un même établissement, finalement, on est face à trois niveaux de complexité qui finalement, alors s'articulent parfois entre elles, heureusement, mais qui sont finalement très différentes par essence. Et donc ça, je pense que c'est important de l'intégrer comme tel. Tu parlais donc du bilan du BGS, qui lui effectivement est une entrée tout à fait transversale, et on est là pour parler un petit peu d'unité carbone. Donc c'est un exercice que l'on a fait à l'INSA depuis à peu près une dizaine d'années, et pour tout vous dire, c'est un exercice qui était contraignant, parce que réglementaire, et puis on ne savait pas très bien quoi en faire. Toujours est-il qu'on a été, je dirais, assez discipliné, et chaque année, tous les 3 ans en fait, tous les 3 ans, on s'est appliqué à l'améliorer. Je crois que c'est la prise de conscience de son utilité a émergé il y a quelques mois. Très sincèrement, alors à la lecture du BGS, en fait, qu'est-ce qui ressort? C'est que notre premier secteur d'émission, et ça on s'en était pas spécialement rendu compte, c'est avant le chauffage, avant la consommation énergétique des fluides dans les bâtiments, c'est d'abord les déplacements, l'ensemble des déplacements.
Et parmi les déplacements, le secteur le plus émissif, ce sont les déplacements académiques. Ce sont les déplacements des étudiants qui partent en mission, en stage, en échange. C'est vraiment le pôle le plus émissif. Alors c'est peut-être une particularité de notre établissement parce que c'est une obligation pour l'étudiant. C'est inscrit dans le règlement des études. Toujours est-il qu'on se pose la question de comment répondre à cette injonction contradictoire. Il faut qu'à la fois on ait un campus qui soit exemplaire dans son fonctionnement, le plus sobre possible, et dans son règlement des études, on invite les étudiants à prendre l'avion pour partir finalement sans limitation de distance. Et donc on est face à ce genre de contradiction. Alors sur ce point, mais je vais peut-être laisser la parole avant de peut-être trop rentrer dans le détail, et puis peut-être que j'expliquerai un petit peu après aussi comment on a transcendé un peu notre BGS pour en faire quelque chose d'intéressant. Mais je vais peut-être laisser la parole à Nicolas ou à Marion pour... Bonjour à tous. Oui, alors peut-être pour ce qui s'agit de la partie recherche, la partie bilan carbone, de mon expérience en tout cas, j'ai l'impression que c'était une bonne porte d'entrée puisque c'est, quand on parle d'environnement, la première chose auquel les chercheurs vont pouvoir penser en se disant ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais c'est vrai que si on pense en termes plutôt de finalité, on voit que tout ce qui nous entoure aujourd'hui, il y a de la recherche derrière. Donc même si les chercheurs aiment de penser qu'ils ne sont pas responsables, en fait ils sont un des premiers maillons de la chaîne. Donc en fait les émissions liées aux produits de la recherche qui sont les nouvelles connaissances sont bien plus importantes. Et ça c'est un sujet qui est beaucoup plus délicat à aborder quand il s'agit de l'objet de la recherche. Donc en général on évite de se lancer dans ces grands débats et s'accrocher à un bilan carbone c'est un peu plus rassurant on va dire. Donc oui, pour la présentation en deux actions, elle se fait clairement dans les réflexions, dans tous les groupes de réflexion sur l'environnement, dans les labos, ça se voit. Mais peut-être que je pourrais détailler plus tard les détails ce que Mathieu mentionnait sur le fait qu'on a des injonctions contradictoires, c'est vrai au niveau du bilan carbone et c'est vrai aussi ensuite au niveau de l'objet de notre recherche. Voilà. Nicolas. Alors, est-ce que je suis d'accord avec les axes? Bon, globalement, oui. Sur la formation, en fait, il s'agit vraiment pour moi d'un jeu très profond, très culturel, très un questionnement sur le fond de notre mission. Donc c'est quelque chose une chose sur laquelle on réfléchit ici à l'INSA de Lyon. Ça questionne la vision même du rôle de nos étudiants diplômés, du rôle de l'ingénieur donc pour nous. Et ça questionne très profondément la posture des enseignants, la posture des enseignants-chercheurs, même notre identité professionnelle. En fait, c'est toute l'idée qu'on se fait de notre mission, mais peut-être on pourra y revenir par la suite. Pour moi, c'est vraiment une question profondément culturelle au plus haut niveau, une question aussi épistémique, parce que les objets de savoir qu'on aborde ne sont plus les mêmes. Une question structurelle en même temps, institutionnelle et organisationnelle, parce qu'après, dans la mise en œuvre, ça nous bouscule complètement. Donc c'est tout ça entremêlé. Et puis comme on est la plupart d'entre nous enseignants-chercheurs, donc comment également on vit avec nos deux missions, sachant que parfois c'est un peu contradictoire, effectivement, les injonctions d'un côté et de l'autre. Mais peut-être qu'on y reviendra par la suite. Pour compléter, alors je suis globalement de façon d'accord sur tout ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement les trois axes du PTEF sont à la fois trois axes qui reflètent des réalités différentes dans l'ESR et en même temps qui se complètent beaucoup ou qui en tout cas devraient tendre à se compléter au maximum, parce que je ne suis pas sûre que la recherche infuse toujours l'enseignement dans tous les établissements et je pense qu'en tout cas c'est un axe de développement. Je pense que le rôle aussi de l'enseignement supérieur et de la recherche est aussi effectivement enfin, il y a un rôle vraiment amont aussi sur toute cette transformation. Tu l'évoquais, effectivement, c'est ce qui forme en fait la matière grise, on va dire, qui va permettre la transformation. Il y avait quelqu'un ce matin qui disait que
peut-être que les étudiants de grandes écoles maintenant étaient mieux formés que les dirigeants du MEDEF sur les enjeux climatiques. Je ne sais pas si c'est vrai, il faudrait faire une étude, mais en tout cas, je pense que pour être capable d'adresser le problème, il faut effectivement le comprendre. Et un des rôles, pour moi, est quand même assez crucial sur justement essayer de comprendre ces enjeux, à la fois en formation initiale et à la fois en formation continue, quoi. Voilà, pour moi, c'était important je ne sais pas si finalement, si dans le secteur ESR, si la formation continue a été prise un peu comme un secteur à part ou pas, mais en tout cas, c'est pas nécessairement les mêmes enjeux, c'est pas nécessairement les mêmes contraintes. Et dans la transformation actuelle, je pense que c'est tout aussi important que la formation initiale, quoi. C'est vrai que pour compléter, ce que je n'avais pas dit dans un peu la description initiale du secteur aussi, c'est la diversité de formats qu'il existe dans le type d'acteurs et d'établissements concernés. Donc c'est un univers, un écosystème très complexe, l'enseignement supérieur, qui mélange du privé et du public, déjà, notamment dans la recherche, mais pas que. Et c'est aussi un univers où il y a effectivement la formation initiale et la formation continue. Parfois... Et oui. Et parfois, les organismes de formation initiale font aussi de la formation continue, mais il y a aussi tout un tas d'organismes de formation continue qui sont parfois et souvent privés, qui finalement enseignent ce qu'ils veulent, avec certification ou non. Donc c'est quand même un milieu assez varié. Au sein des établissements eux-mêmes, il y a des enseignants-chercheurs qui du coup allient les deux, et il y a aussi des établissements qui reposent beaucoup pour l'enseignement sur des enseignants vacataires qui du coup viennent plutôt du monde professionnel, donc c'est encore autre chose comme problématique. Et sur cette question du coup que Nicolas tu abordais sur la question profonde finalement du sens, un peu la raison d'être de l'enseignement, moi je constate une certaine polarisation. J'abordais dans des discussions, nous au Shift on aime bien rappeler le rôle de l'État, ou qu'on considère qu'il devrait être celui de l'État, et du coup de notre point de vue on a tendance à dire l'État doit défendre l'intérêt général, donc logiquement puisque l'enseignement supérieur est quand même largement sponsorisé par l'État, on devrait avoir en tête l'intérêt général qui guide l'enseignement. Et en fait on m'a répondu non, bien sûr que non, la priorité c'est de mettre des étudiants sur le marché qui trouvent du travail. Et finalement, ça oscille beaucoup entre les deux, et il y a pas mal de... le débat n'est pas tout à fait dépassionné sur ce sujet-là, et donc c'est aussi un équilibre délicat à trouver entre un peu cette raison d'être un peu d'intérêt général et la question de l'employabilité et de l'emploi. Voilà, donc c'était aussi ça fait partie encore de la complexité du sujet. Mais du coup, en ayant rajouté ces petites précisions, quels sont, selon vous, dans les positionnements qui sont les vôtres, les freins principaux que vous constatez, puisque je sais que vous êtes chacun à votre niveau en train d'essayer de faire évoluer les choses. Quels sont les freins qui sont bloquants par rapport à ces sujets-là, ou les obstacles que vous surmontez ou non, mais en tout cas qui vous posent difficulté? Je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer. Alors, sur le domaine qui me fait travailler 80% de mon temps, c'est-à-dire l'évolution de la formation, pour en particulier introduire les enjeux socio-écologiques dans la formation ici, INSA, je dirais les principaux freins, c'est des freins vraiment fondamentaux, c'est au cœur de notre organisation. Le premier frein, c'est ce que je commençais à évoquer tout à l'heure, c'est des freins culturels, c'est-à-dire que c'est l'idée même de notre mission en tant qu'établissement, en tant qu'enseignant-chercheur d'une école d'ingénieurs. Selon qu'on considère qu'on forme des étudiants qui vont seulement sur le marché du travail et travailler dans les entreprises, pour beaucoup, encore je pense pour la majorité des collègues, on n'a pas en première intention nécessité de se soucier d'enjeux socio-écologiques. Je pense que c'est encore la conception majoritaire en tout cas par inertie, même si c'est plus forcément maintenant dit de cette manière-là, ou c'est une majorité silencieuse. En tout cas, c'est mon appréciation, c'est-à-dire que concrètement, quand on veut mettre en place de nouveaux enseignements sur ces questions-là, on va avoir une dizaine de pourcents des collègues qui s'impliquent et 90% qui attendent de voir ce que ça donne. Et éventuellement, d'ailleurs, une partie qui critique, pas forcément ouvertement, mais qui en tout cas sont plutôt dans la résistance au changement. Je parle librement,
Voilà, je vous dis franchement ce que je pense. Donc frein culturel, parce que c'est l'idée qu'on se fait du rôle de nos étudiants, qui vont être à la fois des professionnels, mais aussi des citoyens, et donc c'est tout l'éventail de points de vue qu'on peut avoir dans une institution comme la nôtre sur le rôle qu'on se donne de formation ou d'éducation de nos élèves. Bon. Quelque part, c'est aussi une question de posture, c'est-à-dire que quand on est enseignant spécialiste d'une discipline et qu'on commence à s'intéresser aux enjeux socio-écologiques, à un moment, ça va nécessiter de sortir de son champ disciplinaire et donc de plus être dans cette position d'expertise. Donc le rapport au savoir change. Ça, c'est un obstacle qui est vraiment important. Moi, à l'origine, je suis prof de physique, mais bon, j'en fais de moins en moins. Et beaucoup de collègues disent, pour moi qui suis physicien, chimiste, matho, thermodynamicien, sociologue, etc., c'est un peu compliqué pour moi. Pour un sociologue de parler de changement climatique ou pour un physicien de parler des enjeux sociaux du changement climatique. Donc il faut qu'on arrive à en parler ensemble et puis qu'on construise une expertise interdisciplinaire collectivement. Et ça demande un effort et on n'est pas tous aussi motivés pour le faire. En tout cas, faut investir. Un frein du coup épistémique, parce que changer de posture et s'aventurer hors de son expertise disciplinaire, c'est se confronter à des objets de savoir nouveaux, compliqués, complexes, et donc investir beaucoup de temps de cerveau disponible pour se confronter à ça. On n'est pas formé pour le faire, il va falloir se former entre pairs, se documenter, échanger, construire des enseignements qui n'existent pas, pour lesquels il n'y a pas de manuel, construire des programmes qui n'existent pas. Donc c'est tout un travail, c'est un investissement énorme. Et donc il faut aussi que l'établissement suive institutionnellement pour dire oui, on va investir dans la conception de ces nouveaux programmes et puis construire les supports pédagogiques, se former, etc. Il n'y a pas non plus de formateurs sur le marché. On peut trouver des intervenants, mais quelque part, les intervenants, parfois c'est nous-mêmes. C'est le collègue d'à côté qui en sait un bout, et puis voilà. Des freins, du coup, structurels. On est structuré en discipline. On est dans les CNU, on est formé dans des disciplines, et il va falloir dépasser ces obstacles-là, désiloter, etc. Structurel, institutionnel. Et organisationnel, alors là peut-être juste pour partager l'expérience INSA Lyon, qui dit nouveaux enseignements sur les enjeux socio-écologiques dit bouger les maquettes, réduire des enseignements existants, faire de la place pour en mettre d'autres. Et donc, alors là, juste un truc, je peux vous dire où on en est. Donc on a cassé des maquettes pour les reconstruire, au moins partiellement. Et pour faire ça, je vous donne un truc qui commence à marcher, je m'avance peut-être un petit peu, mais rien de tel qu'une feuille de route votée par un conseil d'administration qui dit vous mettrez tant de crédits au CTS sur les nouveaux enseignements, vous allez demander aussi aux enseignements existants d'introduire des enjeux socio-écologiques à hauteur de tant de crédits. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, à l'INSA Lyon, on a réussi à se mettre d'accord sur le fait que ça allait représenter 24 crédits sur 5 ans. 5 ans, c'est 300 crédits. Les élèves sont là 4 ans, donc 240 crédits de présence, on va dire, et 24 crédits, ça fait 10%. Donc on bataille pour introduire 10% de nouvelles maquettes, et ça, c'est un effort colossal. Mais si on n'a pas une feuille de route votée par le conseil d'administration, ici, on ne sait pas faire en tout cas. Voilà, et je dirais que peut-être, pour finir sur la liste des freins, j'en ai fait toute une liste, mais à la limite, la liberté académique, c'est presque un frein. Alors c'est un frein et une force, mais à un moment, on a vu, au nom de la liberté académique, il y a un projet de loi qui n'est pas passé pour des considérations de liberté académique, et d'une certaine manière, beaucoup de collègues vont aussi dire, oui, mais non, mais l'enseignement supérieur et la recherche, ça ne se pilote pas, c'est la liberté académique. Donc il faut trouver le juste positionnement du curseur pour quand même piloter, se fixer une feuille de route politique et en même temps laisser la liberté de réfléchir. Donc voilà, pour une première approche.
Merci Nicolas. J'espère que ta liste de solutions est aussi longue que ta liste de freins. Mais on verra au tour suivant. C'est plus une liste de challenge que de solutions. Merci. Est-ce que, Marion, peut-être tu fais le même type d'observation que... le micro que tu veux, que Nicolas? Oui, alors pour le côté recherche... Alors pour commencer, je vais commencer par un biais. Donc je travaille dans un laboratoire de mécanique, qui est donc un laboratoire de recherche assez appliqué. Et du coup, je passe pas 80% de mon temps à penser à ça, mais seulement peut-être 20%, parce que j'enseigne aussi, et du coup, je passe aussi beaucoup de temps à transformer les enseignements. Mais je dirais que pour aller juste simplifier ce que Nicolas a dit, donc je suis tout à fait d'accord. Et en fait, ce qui se passe dans la recherche, c'est à peu près les mêmes freins, mais puissance 10 en fait, puisque en fait on a les mêmes biais culturels vis-à-vis de ce qui est de l'expertise. En fait, on a donc le chercheur, c'est celui qui est le plus fort dans son domaine et qui du coup est complètement sillonné. Et du coup, changer de sujet de recherche, c'est peut-être un processus qui prendra encore plus de temps que transformer les enseignements. Donc, je pense que tous les enseignants-chercheurs font l'expérience de voir qu'ils ont commencé en transformant les enseignements. Et puis, petit à petit, ça dissonne avec la recherche et ils se disent, mais du coup, côté recherche, qu'est-ce que je fais? Et c'est un processus beaucoup plus lent. Et il y a des freins institutionnels qui sont encore plus lourds peut-être que côté formation, puisque les avancées de carrière, les recrutements, l'organisation CNU, ajouter à ça les récentes évolutions du statut du chercheur, la loi, la LPR qui est sortie, là, toutes les directions qui sont prises, qui ne vont pas du tout dans le sens d'aider pour ça, donc avec une transformation globalement qui va plus vers un modèle entreprise en fait, alors que c'est peut-être pas le cas côté formation, bon, quoique, on pourrait. Donc ça, ce sont des freins. Et puis culturellement, voilà, le mythe du chercheur, avec cette liberté du chercheur aussi, qui peut être un obstacle. On le voit d'ailleurs concrètement. Hein. Voilà. Sinon, quels autres freins sont observés? Je sais pas. C'est d'une lenteur extrême, quoi. Voilà. Et si je peux rebondir sur ce que tu as dit, tu disais finalement, je passe beaucoup de temps à revoir mes enseignements. Ce qu'on a tendance à nous dire, c'est que les chercheurs, ils enseignent sur la base de ce qu'ils recherchent. Ouais. Est-ce que du coup, le lien avec tes objets de recherche, ou en tout cas le lien entre les chercheurs dans leur capacité d'enseignant et leur objet de recherche, est-ce que ça peut poser problème aussi? Alors justement, ouais, dans le PTEF, il y avait une phrase intéressante qui était que les résultats de recherche diffusent et donc en fait sont la source de l'enseignement supérieur. Et en fait, c'est intéressant cette phrase parce que moi, elle m'a fait tilt. Je pense que si on parlait aux professeurs agrégés dans le supérieur, ils n'aimeraient pas entendre ça. En fait, on a l'idée que en fait, ce qu'on va pouvoir enseigner en niveau master, ça va couler de nos travaux de recherche. Donc certains profs peuvent le faire. Moi, personnellement, je ne peux pas le faire parce que je n'enseigne pas dans la même discipline exactement. Mais ça vient aussi de cette idée de se dire les nouveaux savoirs et les nouvelles connaissances créées dans la recherche qui vont dans le sens du progrès sont nécessaires à la formation de nos étudiants. Et c'est une vision qui est quand même orientée. On pourrait très bien se dire qu'un ingénieur, en fait, on va lui apprendre la science et qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir de la recherche qui mène au progrès pour avoir des connaissances scientifiques. Donc ça, déjà, c'est un positionnement qui est un parti pris, en fait. Donc pour abonder peut-être dans le sens des transformations des objets de recherche qu'on pourrait faire, la problématique, elle est justement que si on veut reposer, comme par exemple le fait la fabrique des questions simples, que vous avez peut-être vu hier, si certains étaient là, certains représentants l'ont fait, que si on veut adresser les enjeux aujourd'hui qui sont autour de nous, et qu'on veut reposer la question, en général, on se rend compte que techniquement, c'est pas ça qui bloque, en fait. Donc c'est la recherche high-tech qu'on fait dans nos laboratoires, c'est peut-être pas elle qui est nécessaire directement à résoudre le problème. Le problème reposé tel qu'il serait de façon plus socio-environnementale va demander la création, certes, de nouveaux savoirs, mais qui sont construits différemment et qui sont des méthodes qu'on n'a pas en tant que chercheur, parce qu'on ne nous a pas appris à le faire comme ça. Et je pense que c'est un problème à la fois dans l'enseignement, mais dans la recherche d'autant plus, puisqu'on a des injonctions à des avancées de carrière qui font qu'on doit publier, qu'on doit créer des collaborations internationales, ramener de l'argent, hein, concrètement, voilà, ramener de l'argent.
Et donc ça ne nous laisse pas le temps de faire ça. Donc ça ne nous laisse pas le temps si on est ambitieux et qu'on veut faire une grande carrière, mais en même temps on a théoriquement quand même cette liberté en tant que chercheur. On a un mi-temps, enseignant-chercheur, on a du coup un mi-temps, et sur ce mi-temps on n'a pas vraiment d'obligation. On n'a pas de hiérarchie qui nous dit qu'on doit ramener de l'argent. En fait, on le fait pour notre avancée de carrière. Et en fait, je pense qu'il faudrait qu'on réussisse à se réapproprier cette liberté. Et pour ça, ça demande de faire un pas individuel. Je ne sais pas si... Ouais, collectivement, on ne nous encourage pas à ça, en tout cas à travers la nouvelle loi pour la recherche. Ce n'est pas ça qui est dans les rouleaux, dans les tuyaux. Mais ouais. Voilà. Merci beaucoup. Finalement, on retombe un peu sur le problème culturel que soulevait Nicolas. Effectivement, ça se rejoint beaucoup. Est-ce que Mathieu, toi, tu veux rebondir Tu travailles beaucoup avec Nicolas et Marion déjà. Oui, on se connaît très bien depuis quelques années, donc je pense que je dirais pas grand-chose d'incroyable. C'est que effectivement, le principal frein, c'est effectivement la problématique de la mobilisation des acteurs, quels qu'ils soient. En fait, on déplace les lignes que collectivement. Et dans la diversité de nos missions, de nos activités, de nos responsabilités, quelle que soit l'organisation, en fait, on est tous confrontés à cette problématique du passage à l'action. On n'est pas une organisation différente des autres. Ce sont des organisations humaines. On a chacun, dans nos organisations, un panel de sensibilité de gens qui vont de la personne éclairée, pour ne pas dire des fois illuminée, à la personne totalement étanche. Et comment on compose avec cette diversité de sensibilité pour se mobiliser collectivement. Alors, le collectif, c'est une chose, mais il y a aussi la part de l'individu. C'est comment, à mon échelle d'individu, je me mobilise. Je pense qu'on a tous fait l'expérience de se dire qu'on a des contradictions qui nous habitent entre le discours et ce que l'on fait. Et on vit dans une société qui nous nourrit de contradictions. Moi, ça fait des années que j'aimerais arrêter de manger de la viande parce que je sais que c'est pas bien, et ça fait des années que j'y arrive pas. Alors je réduis, mais je suis toujours pas végétarien. Et alors moi, mon propre processus de transformation individuelle, il prend du temps. Alors à l'échelle d'un collectif ou d'une organisation, vous imaginez. Donc l'urgence, en fait. Alors il y a une difficulté, c'est la mobilité d'acteurs, c'est le passage à l'acte. Moi, il y a une théorie qui me plaît beaucoup, c'est une théorie de psychologie comportementale de Prochaska et Di Clemente. Quand je suis tombé dessus, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, ah, mais c'est ça le problème. En fait, voilà, on passe par toute une série d'étapes de la prise de conscience à, je dirais, le master de fin de niveau qui est l'influenceur. Le passage à l'acte, en fait, c'est juste la conséquence d'une longue maturation. Et à l'échelle de l'INSA, cette maturation, elle a pris des années. Il y a eu des années de traversée du désert avant qu'il y ait eu, je dirais, une étincelle. Et là, d'un seul coup, il y a eu un collectif qui s'est mobilisé. Et c'est très bien, parce qu'aujourd'hui, il se passe plein de choses. Mais ce passage à l'acte, en fait, il a nécessité des années de préparation, un peu en sous-marin, de manière un peu confidentielle, avec des gens engagés individuellement, qui avaient déjà atteint leur niveau d'éveil. Et en s'agrégeant, à quelques-uns, on peut déplacer, finalement, on peut renverser la table. En fait, je pense qu'on n'a pas besoin d'être 1000 pour transformer les organisations. Je pense qu'une équipe de fins limiers, moi je pense au film Ocean Eleven, une équipe de fins limiers, chacun sa compétence, placée au bon niveau dans l'organisation, qui intervient au bon moment dans le plan, ça suffit pour que... voilà. On a mis des années avant de mettre un point à l'ordre du jour du conseil d'administration, mais des années. Au début, c'était inimaginable de parler de ça au CA. Et maintenant, ça y est, il y a une prise de conscience de la gouvernance, il y a une stratégie d'établissement jusqu'en 2030. Ça dépasse la mandature du directeur. Ça y est, on se projette sur des temps longs. Et cette mobilisation-là, elle demandait du temps. Et les étudiants, je tiens à dire aussi, parce que ça c'est aussi un déterminant commun à nos organisations, les étudiants sont un facteur clé. C'est la première partie prenante de l'établissement. Si on est à l'écoute des étudiants, si on est capable de répondre à leurs attentes, si on est capable de travailler avec eux, on arrive à associer leur légitimité en disant, mais parce que quand ils nous disent, voilà, vos maquettes, elles ne sont pas à jour, il y a des lacunes, il y a des trous dans la raquette, ou là c'est redondant, ou machin, ils ont la légitimité de critiquer. Et en s'associant à nous, il y a une capacité d'action qui est en face. Et c'est finalement cette dualité, c'est cette rencontre entre des attentes fortes des étudiants et une capacité d'action avec des gens engagés que l'on peut effectivement co-construire quelque chose ensemble. Sans les étudiants, on n'a pas... Enfin, en tout cas de notre expérience, on a réussi à avancer, à déplacer les lignes avec les étudiants.
tout seul, c'est difficile. Enfin, en tout cas, pour mobiliser la gouvernance de l'établissement. Voilà, Moi, je suis restée sur l'idée de Ocean's 11 à l'INSA de Lyon. Ouais. Bah là, il y en a déjà deux beaux spécimens, hein, deux fins lignées. Là, on est à Ocean 3, mais laissez-nous le temps. Voilà. Aude, toi aussi, finalement, tu as une position qui est différemment, mais aussi un peu transversale en ce moment dans les actions que tu mènes, à la fois avec les liens que tu as avec les directions d'établissement et aussi en ta capacité d'enseignant de la transition, où tu côtoies beaucoup d'enseignants. Est-ce que tu partages un peu ce constat? Est-ce que toi, tu vois un peu cette dynamique entre les différentes catégories d'acteurs? Et qu'est-ce qui finalement peut constituer un facteur bloquant ou au contraire une dynamique positive et initiatrice de ces changements? Je partage effectivement la liste des freins évoqués. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les établissements qui bougent, il y a effectivement un collectif type Ocean 11, je pense, en interne, qui souvent en fait agit depuis des années. En fait, il y a quand même une évolution forte, quand même, je pense, sur les 2 dernières années, on va dire. Mais effectivement, il y a un certain nombre de freins quand même internes qui, malgré les bonnes volontés, je pense de beaucoup en fait, font que voilà, qu'il y a quand même une certaine lenteur. Je pense que la manière dont a évolué finalement les enseignements est assez représentative parce que d'abord finalement les écoles ont d'abord mis des cours finalement électifs sur ces questions-là, en disant bah oui, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a tel et tel cours qui sont disponibles. Ensuite, ils se sont dit bon, faut peut-être quand même que tout le monde y passe à un moment. Donc, on est passé par les événements de rentrée qui, en fait, permettent de toucher en une demi-journée ou une journée l'ensemble des étudiants. Donc, comme ça, on peut communiquer sur le fait que 100% des étudiants sont formés, je ne sais pas si c'est formé, mais en tout cas sensibilisés à la question. Et finalement, effectivement, ça permettait d'éviter les vraies questions de maquette pédagogique, de crédit ECTS, volume horaire. Si on ajoute quelque chose, qu'est-ce qu'on supprime? Si on supprime quelque chose, quels sont les jeux de pouvoir en interne qui vont jouer sur ça? Et donc finalement, on voit qu'on y arrive. Peut-être qu'effectivement, l'image dont tu parlais, Mathieu, sur effectivement même la lenteur de nos changements même personnels explique aussi ça. Donc là, on en arrive à essayer de dépasser, je pense, au fur et à mesure les freins structurels, les freins culturels en interne pour se dire bon bah on dépasse un peu la liberté académique, on met en obligatoire certains cours. Même si, moi, personnellement, par exemple, je travaille sur un cours qui va être mis obligatoire dans une école d'ingénieurs, et le cours est quand même ajouté. C'est-à-dire, on nous dit clairement, il y a un certain nombre de volumes horaires, mais l'idée, c'est que les étudiants ne travaillent pas trop en dehors des volumes horaires, parce que déjà, on leur a rien supprimé, on leur ajoute uniquement ça. Donc, en fait, faut qu'on ait conscience que leur emploi du temps est déjà chargé, quoi. Alors je comprends pour eux, hein. Je ne sais même pas comment ils ont trouvé les crédits ECTS s'ils ajoutent du volume horaire. Voilà, il y a ici une vraie question derrière, mais je pense que malgré tout, ça reste la première étape de se dire bon, bah, aujourd'hui, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à supprimer quelque chose et l'année prochaine, peut-être qu'il y aura peut-être une place plus importante. C'est un peu la politique des petits pas, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il faut même malgré l'urgence, entre guillemets, être content de chaque petit succès. Et puis, je pense que quand même, ça évolue en termes de mentalité. On parlait tout à l'heure d'employabilité aussi, puis c'était évoqué dans l'étude, là, que finalement, il n'y a pas encore vraiment une demande très forte des entreprises de compétences sur ces enjeux-là. La demande, elle vient presque plus des jeunes que des employeurs, et il y a vraiment des établissements qui, tels quels, sont capables de dire bah écoutez, moi la transition écologique c'est pas du tout ma priorité. Moi ma priorité c'est l'employabilité. Et si mes étudiants n'ont pas de boulot, bah, ça sert à rien qu'ils passent par chez nous, quoi. Donc effectivement c'est peut-être un vrai frein aussi côté entreprise que ça bouge pas un peu plus vite. Et puis dernier frein qui a peut-être pas encore été beaucoup évoqué, mais qui est un peu que moi j'aime bien citer, en tout cas, c'est tout ce qui est accréditation et classement, même si c'est assez différent, mais finalement les accréditations en France quand même
sont capables d'impacter, si elles veulent, beaucoup les formations. Alors ça revient un peu sur la liberté académique et le projet de loi, mais finalement les accréditations ont quand même, sans passer par les projets de loi, ont quand même un certain nombre de pouvoirs qu'elles pourraient utiliser, quoi. Merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'on a fait le panel de tous les acteurs qui rentrent en compte dans l'enseignement supérieur. Donc, le dernier que tu mentionnais sont finalement les acteurs privés, mais qui ont des gros leviers de pression sur les établissements. Effectivement, ceux-là, ils sont difficiles à aller chercher. Mais du coup, puisqu'on est à l'univers shifté, puisqu'on est avec les shifters qui, on l'a vu, mènent plein de projets, ils sont capables d'organiser des événements extraordinaires et des tas d'autres choses. Et au shift, et avec le shift aussi, où on cherche toujours des opportunités pour faire du lobby, pousser des choses, c'est l'occasion un peu de vous demander les solutions. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et notamment, quels sont les acteurs, en fait ? Qu'est-ce que vous voudriez, vous, demander à qui pour finalement débloquer ces freins et pour accélérer les choses ? Parce que les petits pas, etc., c'est bien, mais si on veut effectivement à la fois massifier le mouvement et l'accélérer de manière un peu conséquente, où est-ce qu'il faut appuyer ? Qu'est-ce que nous, ou les shifters, et les shifters, ça veut dire des professionnels, des enseignants, des étudiants, et tout un tas de professions, qu'est-ce que vous voudriez demander à toutes ces personnes-là ? Qui est-ce qu'il faut aller voir et qu'est-ce qu'il faut leur dire, en fait ? Qui veut ? Qui veut commencer ? Alors peut-être je rebondis sur ce qui a été dit avant avec les entreprises. Je pense que notamment le Shift, où vous contribuez beaucoup à la médiatisation du sujet formation aux enjeux socio-écologiques dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et du coup, maintenant, de plus en plus, enfin, pour nous, c'est devenu un atout. Les entreprises nous aident à faire passer le message selon lequel on a besoin de former nos étudiants futurs diplômés sur les enjeux socio-écologiques. Les entreprises l'attendent. On l'a vu ce matin aussi avec la table ronde, finalement. Quand même, maintenant, les entreprises sont prêtes à accepter le fait qu'elles vont devoir se transformer. Alors soit elles le font d'elles-mêmes, soit elles sont conscientes qu'elles vont devoir s'adapter, donc soit elles devancent un petit peu le mouvement, soit elles attendent, elles le subissent davantage. En tout cas, nous, on a pris plutôt le parti de consolider des partenariats avec certaines entreprises qui nous soutiennent très fortement, et du coup ça contribue à légitimer la démarche d'évolution de la formation, parce que maintenant on a au moins un relatif alignement entre politique d'établissement, soutien des entreprises, attente des étudiants et mobilisation d'une partie des enseignants, pas tous mais une bonne partie. Et du coup quand on a les quatre alignés, ça permet quand même de faire des choses, donc ça c'est quand même très positif. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus ? La CTI pour nous, qui nous habilite pour le diplôme d'ingénieur, ou toutes les commissions qui habilitent à délivrer certains diplômes, c'est quand même bien quand leurs références et orientations sont aussi alignées avec ce qu'on a envie de faire, et en particulier du coup stimule, pousse à faire évoluer les maquettes de formation, etc. Donc pour nous, la CTI, elle est quand même plutôt dans une bonne évolution. Pour la petite histoire, quand on construit nos nouveaux enseignements, la CTI s'y intéresse et nous demande si elle peut en avoir une copie. Donc là, ça peut être, c'est bon signe pour nous quand on en est là. Après, moi je vois aussi très positivement l'article du Code de l'éducation qui est sorti dans la LPR fin 2020, qui, si je ne m'abuse, est aussi un peu lié à la commission Jouzel, dont le Shift fait partie et qui fait du lobbying, et du coup ça aboutit à un article du Code de l'éducation qui dit qu'il faut sensibiliser, former tous les étudiants aux enjeux socio-écologiques, c'est quand même un point positif, et du coup tout ça fait qu'à la fin on commence à concevoir notre mission, à prendre au sérieux le fait que dans notre mission d'enseignement supérieur et de recherche, il faut se coltiner, il faut penser la transition socio-écologique, ce que jusque-là on fait pas. Penser la transition socio-écologique, ce que vous commencez à mettre en avant avec le PTEF, c'est justement quelque part, à mon avis, ce qu'il faudrait qu'on fasse. Alors, penser à quoi, c'est quoi le monde de 2040, 2050 ? Alors,
on commence à réfléchir un peu à la prospective et aux trajectoires, aux futurs possibles souhaitables. Ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on veut former les étudiants, mais il faut se l'approprier davantage. Et tout ce qui pourra aller dans ce sens-là en termes de cadre d'accréditation, cadre réglementaire, évolution de nos missions, et les messages politiques que passeront nos directions d'établissement, du coup, parce que ça se joue beaucoup au niveau des directions d'établissement, dès lors que, pour moi, c'est aussi un travail auquel on peut contribuer. Dans un établissement, chacun à l'échelle de son établissement, on peut travailler avec nos directions pour que l'appropriation au niveau direction se fasse. Et quelque part, c'est à nos directions de fixer le cap et de dire ça fait partie de votre travail et peut-être votre première mission, c'est de contribuer à ce que les études, pour nous, c'est dans les discours maintenant, vous allez former des étudiants qui vont transformer les organisations, qui vont transformer le monde pour répondre aux enjeux sociétaux, environnementaux. Et dès lors que ce discours-là est porté, ça nous donne quand même des billes. Mais du coup, le Shift y contribue, la CPU, la CGE, la CDFI, les grands organismes y contribuent s'ils reprennent ces discours-là à leur échelle. Et à la fin, il y a un effet d'entraînement, il y a un effet boule de neige. Merci beaucoup. Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est des discours qui s'accordent, qui commencent les forces commencent à se conjuguer. Après, effectivement, il faut arriver à faire en sorte que les acteurs que tu as mentionnés reprennent effectivement ce discours et le posent d'une manière assez formelle et assez claire pour qu'il soit entendu et qu'on ne puisse pas invoquer un autre type de mission. Est-ce que l'un de vous a envie de réagir ou compléter ? Sinon, on peut laisser la parole à quelques questions si vous n'avez aucune inspiration. Bon, prenons des questions et puis Jacques. Pour les questions, on est très en retard sur cette amphi, donc il reste 4 minutes. On peut peut-être prendre 2-3 questions très rapides et ensuite on sera vraiment obligé de couper. Désolé. Bonjour, Quentin, shifter de Bruxelles, qui s'intéresse à ces questions-là. J'ai 2 questions, je vais essayer d'être rapide. Vous avez fait toute une liste de freins qui était hyper longue et moi, ça me fait un peu peur et je me demande comment réagissent les étudiants par rapport à ça, parce que vous avez cette frilosité un peu. Alors c'est bien parce que j'entends que vous mettez les forces dans la bataille un maximum. Est-ce que les choses que vous êtes en train de faire à l'INSA, qui sont hyper en avance sur l'ensemble du monde de l'éducation, comment réagissent les étudiants? Et ma deuxième question, elle est super courte, c'est à travers vos contacts avec d'autres institutions, d'autres instituts de formation en dehors de France, est-ce que vous parlez de votre histoire à ces gens-là? Alors, très rapidement, mais il y a des étudiants dans la salle, donc éventuellement. Alors oui, il me semble que les étudiants, ils attendent quand même qu'on aille dans ce sens-là. Quand on fait une rentrée climat, quand on fait la fresque du climat, là, on est en train de monter des enseignements. On a déjà monté des enseignements sur le GIEC. Et on a de très bons retours. Là, on est en train de monter pour cette année, pour 800 étudiants, une activité sur Anthropocène, limites planétaires et climat. On va voir quel est le retour, mais donc on va passer quelques heures avec 800 étudiants de première année dès le mois de novembre. On verra ce que ça donne. Après, est-ce qu'on en parle autour de nous? Alors, peut-être insuffisamment, on est quand même très concentré sur notre chantier interne, ça nous mobilise beaucoup, mais l'objectif c'est quand même de mutualiser le plus possible et puis que ça fasse école et que ça inspire, et donc on est prêt à partager toutes nos expériences et voilà. Donc voilà, la limite n'étant que le fait que les journées ne font que 24 heures, mais sinon bien sûr on est complètement dans cette logique-là. Oui, juste une illustration à un projet qu'on est en train de mettre en place. J'en ai parlé un petit peu à Nicolas très rapidement entre deux couloirs. On est en train de mettre un projet qui s'appelle Décarbone INSA. Et on fait travailler toute une promo d'étudiants pendant 9 mois sur ce projet-là. Et en fait, on les met en situation d'être acteurs du changement dans l'établissement.
C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, il y a un bilan des émissions de gaz à effet de serre qui est à jour, et on vous demande de partir de cet outil-là pour que vous formuliez des recommandations. On va vous former à la méthode SBTI, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Science Based Target Initiatives, qui va nous aider à dessiner des trajectoires bas carbone à l'horizon 2025, parce qu'on a une visibilité opérationnelle à peu près claire en 2025. Et l'idée, c'est de les faire monter en compétences, de mettre à l'épreuve leurs recommandations, à l'épreuve des praticiens, pour voir si leurs propositions sont robustes ou pas, en vue de dessiner une feuille de route pour l'établissement. Et l'idée, c'est, sur le principe un peu pédagogique, c'est de les mettre en situation d'être acteurs du changement dans notre organisation, sur les enjeux qui nous concernent, et de voir si eux, enfin, voilà, qu'ils puissent appréhender la complexité des organisations, et puis que aussi leur travail puisse aussi à un moment donné être mis sur la table de l'équipe de direction, être présenté pour voilà, qu'ils puissent eux-mêmes essaimer, qu'ils puissent eux-mêmes partager cette expérience avec leurs camarades et qu'on puisse éventuellement voilà, créer, je dirais, une communauté qui réfléchit autour de tout ça. Voilà. Oui, et puis si jamais nos intervenants ont quelques minutes, on peut peut-être continuer les questions dehors si ça vous va. Merci à tous.